Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle revue de presse mensuelle. Aujourd'hui, on va voir ce que je peux faire parce qu'on a quelques petits problèmes de son en interne et je sais pas trop ce que ça donne pour l'instant. Donc pour les personnes qui sont avec nous, si vous avez des retours en termes de son, j'ai essayé de faire au mieux aujourd'hui pour que ce soit pas trop catastrophique. Mais on va essayer de régler le problème avant le live super important de vendredi. Merci. Merci Pauline. Mais donc du coup aujourd'hui, en fait, l'idée c'était de faire une revue de presse habituellement pour parler un peu d'un petit sujet d'actualité, décrypter un peu une petite scène médiatique. Mais avant de se lancer dans la revue de presse, je voulais juste faire un petit rappel pour ceux qui nous suivent. En gros, vendredi, on fait une émission spéciale sur les transitions. Une émission où on aura deux invités, deux chercheuses, une de l'université de Nantes et une de l'université d'Angers, qui travaillent toutes deux sur des projets en lien avec les transitions, notamment la transition écologique. Et elles viendront nous présenter donc ce sur quoi elles travaillent, pardon. Merci Vincent. Ce sur quoi elles travaillent toutes les deux, et notamment le fait que ce soit deux projets de recherche participatifs, collaboratifs. Donc si ça vous dit de passer vendredi à partir de 13h, on sera en co-animation avec Wemgy, qui stream aussi sur sa chaîne et qui stream plutôt de la vulgarisation autour de l'écologie. Donc toujours, et ce sera sur notre chaîne, vendredi après-midi. Je pense que du coup, si tout va bien au niveau du son, je vais pouvoir assurer ce live. Je garantis peut-être qu'il va peut-être pas durer aussi longtemps que d'habitude, mais en tout cas, on va faire au mieux. Et oui, et puis s'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes de son tout au long du live, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je ferai mes réglages. Et s'il y a des professionnels du son aussi, avec plaisir d'avoir quelques conseils. Et on a aussi un nouvel élément de décor depuis une semaine. L'énorme poisson va sans doute rester là quelques temps. Donc, voilà, j'espère que vous l'appréciez. Il a de belles dents, quelques-unes qui sont un peu cassées, mais il est plutôt sympa. Je crois que je l'aime bien. Il prend un peu de place par contre, mais il est plutôt sympa. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler d'un sujet un petit peu d'actualité. Peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, une ancienne candidate à l'élection présidentielle et aussi ancienne ministre et ancienne députée, Ségolène Royal, a eu une petite sortie dont on peut douter de la véracité scientifique sur BFM TV dans une émission où elle a dit, alors je me souviens plus exactement de ses propos, mais où elle nous a annoncé que le glyphosate était donc un perturbateur endocrinien et qui serait responsable de l'augmentation du nombre de personnes transgenres dans la société. Alors, on ne va pas discuter aujourd'hui de la question du glyphosate ou de quels effets ça pourrait avoir sur la santé, ce genre de choses. On n'est pas là non plus pour donner notre avis sur la question des personnes transgenres ou quoi que ce soit. On est plus là pour essayer de décrypter qu'est-ce qui ne va pas dans le discours de Ségolène Royal et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait ce discours et quelles sont médiatiquement les problématiques qu'on peut rencontrer quand des personnes qui ne sont pas spécialistes d'un domaine scientifique peuvent diffuser de la désinformation sur une chaîne de grande écoute qui est quand même BFM TV, qui est quand même une chaîne de télévision française où il y a quand même beaucoup de gens qui les regardent. Et là, notamment cette émission-là, qui est une émission du soir, on va regarder un peu ensemble l'extrait. Et en fait, à la base, on voulait juste partir. On a travaillé en interne sur l'idée de juste partir sur cet extrait très très court de Ségolène Royal qui. Je suis en train de dépasser mes
de Ségolène Royal qui a cette sortie-là, mais en fait, on s'est dit que finalement, c'était intéressant d'avoir l'extrait en entier, qui dure 8 minutes, et de décrypter un petit peu qui sont les personnes autour de la table, quelle est leur expertise dans le sujet, et de débunker un petit peu, finalement, scientifiquement, ce qui peut être dit. Voilà, c'est un sujet qui peut être un petit peu compliqué à traiter, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un regard un peu critique sur ce qui peut être fait sur la scène médiatique. Voilà, donc évidemment, l'idée c'est qu'on réagisse ensemble et on nous a préparé une belle liste de sources, de recherches, de données. Donc évidemment qu'on pourra tout débunker ensemble. Et s'il y a d'autres... Aujourd'hui, on parle plutôt de ça, on s'est un peu plus axé santé, mais s'il y a d'autres suggestions, évidemment, je suis toujours preneuse pour aller voir d'autres vidéos sur le sujet. Donc, on ne parle pas vraiment agriculture, hein, voilà. On parlera un peu des perturbateurs endocriniens, de leurs conséquences qu'ils ont sur nos hormones, hein, ce qui n'est pas du tout inventé, et un petit peu aussi de la question de la transidentité. Alors, je vous passe juste... Je vais juste essayer de passer sur ma petite... Donc, pour remettre en contexte, c'est une émission qui s'appelle Julie jusqu'à minuit. Donc, c'est une émission un peu d'analyse de l'actualité en général. Il y a quelques invités autour de la table et ces invités sont amenés à discuter autour d'un sujet en particulier. Et là, du coup, on arrive au sujet de la transidentité. Pourquoi la transidentité ? Parce que à l'Assemblée nationale, récemment, les sénateurs républicains ont sorti un rapport sur la question des transitions de genre avant 18 ans, donc pour les mineurs. Ce sujet touchy, hein, on va pas se le cacher. Pour autant, c'est quand même intéressant de parler du traitement de ce sujet-là, puisque c'est à la fois une question sociale. Il y a des études de genre, il y a des recherches sur les questions de genre dans le milieu universitaire. Et là, cette enquête-là, enfin ce rapport-là, on se pose un peu la question de qui c'est qui a été interrogé, qui sont les spécialistes du sujet, et la personne qui va représenter les Républicains ce jour-là, qui est-il et quelle est son expertise dans le domaine, puisque apparemment ce serait le seul autour de cette table qui a une certaine expertise. Donc on va juste... J'essaye de jongler entre mes deux écrans. Alors. Ok. C'est ça que j'essayais de faire. Hop là, là. Donc. Parce qu'il faut quand même que j'ai mes données hein, pour pas que je vous raconte des bêtises. Hop, voilà. Petite transition hyper nickel. Nickel. Alors. Donc l'émission est... Je regarde juste pour être sûre d'avoir sous les yeux. Je vais faire comme ça. Désolée, j'essaie de gérer ma technique. J'ai eu un petit moment de panique tout à l'heure, juste avant de venir, parce que j'étais pas sûre que j'allais pouvoir assurer. Normalement, là, je peux assurer. Donc, c'est juste que je veux être sûre de voir le chat en même temps que j'ai mes données. Super. Donc, avant de le lancer, on rappelle que autour de cette table, il y a... Attention. Donc c'est une émission qui est présentée par Julie Hamet, qui est journaliste sur BFM TV sur l'actualité de la journée. Voilà, apparemment. Donc autour de cette table, on va avoir Ségolène Royal, qui est une ancienne ministre. Elle a été finaliste de la présidentielle en 2007, si je ne dis pas de bêtises.
Elle a une formation, elle est politicienne, elle a un parcours vraiment très politique. Elle a été chargée de mission conseillère régionale, députée, ministre, ce que vous voulez. Je vous lis mon petit texte de préparation. Hein, et elle est actuellement présidente de l'ONG Désir d'avenir pour la planète. C'est vrai qu'elle a toujours eu un petit engagement plutôt écologique, Ségolène Royal. À côté, nous avons Olivier Vial, qui est un membre du bureau politique des Républicains. Il est actuellement directeur du CERU, c'est un laboratoire de droite sur la politique. Il a une formation et un parcours orienté sur la politique et les médias. Donc pour l'instant, on n'a aucun spécialiste des perturbateurs endocriniens et aucun spécialiste des questions de genre. Hein. On est quand même bien d'accord. On a Safia Aït-Warabi, qui est une militante antiraciste. Elle est actuellement étudiante de Master 2 en sociologie du travail et épistémologie non hégémonique. Elle est vice-présidente de SOS Racisme et elle a été médiatrice pendant 4 ans à l'association Coexiste. C'est un programme qui est une action pédagogique qui travaille sur la notion de préjugés pour prévenir différents types de discrimination. Donc quelqu'un qui est plutôt engagé sur les questions d'antiracisme. Donc pareil, pas du tout une spécialiste scientifique ou des questions de genre. Et enfin, Christophe Barbier, qui est un éditorialiste politique de BFM TV, et il a une formation d'histoire et de médias. Et donc lui, c'est vraiment un journaliste politique. Hein. Je pense que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui doivent savoir qui c'est. Donc cette personne n'est pas du tout spécialiste du sujet non plus. Donc on a, si on fait un peu le cadrage de notre petite situation là, il n'y a aucune personne autour de cette table qui est spécialiste du sujet. Bon. Mais peut-être qu'ils se sont renseignés sur le sujet. On va voir. Alors hop, vous me dites si c'est fort ou pas, parce que... Autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, Olivier Vial, les sénateurs, les Républicains qui veulent interdire le changement de genre des mineurs. Le rapport sur la transidentification des mineurs a été remis au Sénat le 21 mars. Avant d'avancer plus loin, elle parle de transidentification, hein. Pas de transition. Qui est, à mon sens, pas la même chose, puisque l'identification, c'est quand on s'identifie à un genre. La transition de genre, c'est quand potentiellement on peut prendre des hormones. C'est quand, le 21 mars? Il va être remis le 21 mars. Il va être remis le 21 mars, pardonnez-moi, je me disais aussi... Il a été révélé par Le Point, notamment. Il a été révélé par Le Point aujourd'hui. Et il rend les changements de sexe, non pas plus simples, mais carrément interdits, chez les mineurs, avant la majorité. Ouais. Et là, on parle de changement de sexe. Déjà, pour moi, il y a un mélange entre la transidentification, qui est le fait de s'identifier dans un genre qui n'est pas celui qu'on nous a assigné à la naissance, et la transition, le changement de sexe, qui est encore complètement autre chose. Donc, pour moi, il y a un mélange déjà des termes dans la manière dont c'est présenté par la journaliste. Et peut-être probablement par le rapport... Voilà. En fait, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, enfin, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs pays qui étaient des pays pionniers dans les transitions de genre qui ont suivi cette voie-là. C'est intéressant parce que l'Angleterre, la Suède, a effectivement, après avoir été très permissif, a voulu réencadrer de façon très, très stricte les transitions chez les mineurs. Et ça n'a pas été le fruit d'une campagne menée par des mouvements conservateurs. Ceux qui sont à l'origine de ce renversement de jurisprudence, on pourrait dire, ce sont les médecins qui jusqu'à présent étaient ceux en charge des transitions de genre, et des associations et des personnalités des jeunes filles notamment, qui ont fait les transitions de genre. Ça a été notamment le cas de quelqu'un qui est très important, c'est Keira Bell, qui est une Anglaise qui a, depuis qu'elle était enfant, se considérait comme un garçon. À 14 ans, après quelques rendez-vous médicaux, on lui a donné des bloqueurs puberté. C'est au centre du projet, du rapport des sénateurs. À 17 ans, on lui a fait subir des injonctions de testostérone. Et très rapidement, alors même qu'elle commence à avoir des doutes, on lui a fait une double mastectomie. Alors, il y a beaucoup d'informations et donc on prend un exemple. Il faut que je remette la petite pyramide des vérifications de l'information. Alors, attendez, elle est par là, je sais. Ah oui, je sais où elle est. Je me suis embarquée. Donc, ma pyramide, elle est là. Ma petite pyramide, elle dit quoi ? Elle
Elle dit qu'une anecdote personnelle, un témoignage rapporté, ce n'est pas un élément de preuve. Donc là, on a un exemple, une anecdote. Alors là, c'est pas personnel puisque Monsieur Olivier Vial n'est pas dans cette situation-là. Mais donc, ça preuve que c'est potentiellement un problème, quelque chose, une question les médecins changent d'avis et reviennent sur leur décision. On prend un seul exemple. On a besoin de données, on a besoin de données sur la détransition et sur la transition, sur les effets que ça peut avoir sur les enfants. Ou c'est les adolescents, parce que généralement, c'est des adolescents qui vont prendre des bloqueurs de puberté et peut-être et commencer ensuite, peut-être faire une opération. Donc, je ne vais pas dire de bêtises, c'est la mammectomie. On lui a fait subir des... Il y a aussi une façon d'utiliser, quel terme on utilise là? On parle de faire subir. Donc, cette personne aurait été obligée à prendre de la testostérone et ensuite à faire une opération. Des injonctions de testostérone et très rapidement, alors même qu'elle commence à avoir des doutes, on lui a fait une double mastectomie. Et donc une double mastectomie qui est du coup l'ablation de la poitrine. On ne fait pas des opérations comme ça sans le consentement de la personne. Tiens à dire. Elle a porté plainte 3 ans plus tard contre la clinique et la Haute Cour de Londres a condamné la clinique et a obligé l'Angleterre à mettre fin et à faire ce que demandent les sénateurs français, c'est-à-dire à encadrer plus strictement les transitions. Donc là-bas, au Royaume-Uni, c'est interdit ou c'est encadré plus strictement? C'est encadré. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, on ne peut plus avoir de transition pour l'instant s'il n'y a pas eu de décision d'un tribunal. Donc c'est devenu très strict. Et en Suède, alors qu'ils ont été pendant très longtemps les pionniers, ils ont effectivement mis un moratoire. Et ça, c'est d'autant plus important qu'en fait, on a une... Alors, on va aller vérifier nos petites informations. Parce que donc, du coup, qu'est-ce que ce monsieur affirme? Pardon, je suis en train de lire. CETA a été conduit à arrêter la prise en charge des mineurs. Ça a été utilisé comme un argument, comme on voit ici. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui considère que ça peut être dangereux. Pourquoi pas. Sauf que ces décisions, donc apparemment, ne sont pas liées à des recommandations médicales ou à la position des soignants, comme il peut le dire ici. C'est qui étaient impliqués dans l'accompagnement des jeunes, mais à des tendances politiques en désaccord avec ceux qui accompagnaient ces jeunes, ce qui est bien différent. Donc, finalement, est-ce que c'est une vraie recommandation de médecins, de personnes qui suivent ces personnes dans leur transition, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une tendance politique qui s'implique dans la question de transition? Donc, sur la question des mineurs transgenres, il y a quand même des études qui sont faites et donc il y a des articles scientifiques qui sont sortis et donc il y a des études qui sont faites sur ces personnes-là. Je tiens quand même à rappeler qu'avant qu'on se lance dans ce débat ou quoi que ce soit, enfin pas de débat, mais les personnes transgenres représentent vraiment une toute petite partie de la population. Donc, si on prend l'exemple de la France, je ne veux pas vous dire bêtises, donc sur le site de santé.gouv, hein, donc le site du gouvernement, en 2020, on estimait qu'il y avait donc le nombre de personnes qui étaient admises pour une transition, hein, en tout cas, il y avait 187 mineurs
187 mineurs. J'essaye de lire au titre. Attendez, le nombre de BIN. Ah oui. Donc un accompagnement. Donc 187, c'est peu. Et il y a... comment c'est vraiment à partir de 18 ans qu'il y a une augmentation. Et donc entre les 18 et 35 ans, il y a 2479 personnes qui sont admises en fait, pour un suivi. Donc au total, donc plus la tranche d'âge au-dessus de 35 ans évidemment, au total on est à 3309 personnes qui ont été admises pour justement bénéficier d'une transition. Donc en soi c'est très très peu sur 60 millions de personnes en France. Alors évidemment il y en a d'autres chaque année, mais si on est sur ce taux-là chaque année, c'est quand même très peu. On reprend notre histoire. Parce qu'à le but, c'est quand même de débunker après notre histoire de Sego quand même. D'engrenage. On sait, là, il y a eu une dizaine d'études qui ont été faites longitudinales sur des grosses populations en Angleterre, en Suède, qui montrent que la dysphorie de genre, le moment où en fait quelqu'un considère que son sexe n'est pas le même que son genre, quand on le prend... Alors, c'est pas tout à fait ça. La dysphorie de genre, c'est un mal-être, hein, et toutes les personnes trans ne font pas de la dysphorie de genre. Tiens, il faut quand même le rappeler. Donc, je vais vous retrouver juste... Donc, déjà, la dysphorie de genre, c'est le fait de ne pas se sentir bien dans son corps et donc du coup ne pas se sentir en accord avec son genre. Mais c'est pas forcément lié à la transition. Et donc il y a un article scientifique qui explique très bien que les jeunes personnes trans qui peuvent faire leur transition, ils font beaucoup moins de dépression et de dysphorie. Et aussi, c'est plutôt une question d'acceptation dans la société plus que une question question personnelle. En fait, la dysphorie, elle vient du fait que une personne qui se présente comme trans, donc du coup dans le genre qui est opposé à celui qui lui a été assigné à la naissance, si elle est reconnue par son entourage et la société comme étant donc du genre opposé, il y aura peu de dysphorie de genre. Mais si on lui fait comprendre qu'il ne correspond pas aux critères de genre et au fait d'être un homme ou une femme, ce sera d'autant plus difficile pour lui de s'intégrer. Donc il y a plus de chances de faire de la dysphorie de genre et de la dépression. Donc le fait d'engager une transition, ça permet en fait de se présenter à la société de manière... dans le genre qui lui correspond, et donc c'est plus facile après d'être accepté par les autres. Il y a beaucoup de témoignages de personnes transgenres qui expliquent que la transition hormonale leur a permis justement de passer pour l'entre-genre, c'est beaucoup plus facile. Puis il y a aussi ce qu'on appelle le fait de passer pour une personne cisgenre, ça facilite aussi beaucoup. On va continuer à écouter notre ami Vial. C'est la personne qui, autour de cette table, est un peu plus renseignée sur le sujet. Au niveau de la prépuberté, donc chez les enfants de 7 à 9 ans, et qu'on ne fait rien, dans 80% des cas chez les garçons et dans 78% des cas chez les filles, ça passe tout seul. Dès lors qu'on enclenche une procédure, comme celle qui est souvent proposée, on passe de 80% à 2%. Et donc on a un engrenage qui finalement est assez... Attendez, il faut que je le réécoute parce que j'ai pas tout bien compris ce qu'il a dit. Des cas chez les garçons et dans 78% des cas chez les filles, ça passe tout seul. Dès lors qu'on enclenche une procédure, comme celle qui est souvent proposée, c'est d'autant plus important qu'en fait, on a une forme d'engrenage. On sait, là, il y a eu une dizaine d'études qui ont été faites longitudinales sur des grosses populations en Angleterre, en Suède, qui montrent que la dysphorie de genre, le moment où en fait quelqu'un considère que son sexe n'est pas le même que son genre, quand on le prend au niveau de la prépuberté, donc chez les enfants de 7 à 9 ans, et qu'on ne fait rien,
dans 80% des cas chez les garçons et dans 70% des cas chez les filles, ça passe tout seul. Dès lors qu'on enclenche une procédure, comme celle qui est souvent proposée, on passe de 80% à 2%. Et donc on a un engrenage qui finalement est assez dangereux, d'autant plus qu'aujourd'hui... J'ai pas très bien compris ces chiffres. Mais ils aiment, c'est bien, mais c'est bien de sortir des chiffres, mais c'est... Ah, j'ai retrouvé ma définition de dysphorie de genre. Donc, dysphorie de genre, c'est inconfort ou détresse liée à une incongruence entre l'identité de genre d'un individu et le sexe attribué à la naissance. Incongruence de genre, ça veut dire le ressenti marqué et persistant d'une personne d'incompatibilité entre l'identité de genre, donc le fait d'être un homme ou une femme, donc son genre, et le genre qu'on attend d'eux en fonction de leur sexe de naissance. Donc, comment on se sent et ce qu'on leur a assigné à la naissance. Donc sur sa question là, parce que nous on a on a des... Donc chez les personnes mineures transgenres, il y a quand même peu de personnes mineures qui, c'est ce que je vous disais sur les chiffres, il y a peu de personnes mineures qui entament une transition. Hein. On était vraiment sur des questions de quelques dizaines et pas tant, enfin en tout cas en France, voilà. Donc c'est quand même très très peu. Souvent en fait ils attendent de l'âge adulte pour pouvoir transitionner. Aujourd'hui, on a des vraies associations. Il y a une association. Donc vous dites en quelque sorte que c'est une sorte d'effet de mode quand on est à l'adolescence et qui peut passer. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, depuis quelques années, on est passé de quelques cas à des augmentations de plus de 2000%. Et c'est pour ça que même les gens qui étaient les pionniers de ces thérapies se disent qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque, effectivement, de donner des traitements à des gens qui ne sont pas concernés comme ils pouvaient l'être il y a 10 ans. Alors, on a une réponse à ça. C'est qu'en fait, puisque on autorise la transition de genre, évidemment que c'est beaucoup plus facile pour les personnes transgenres de transitionner. Pendant des années, en fait, voilà, il n'y a que quelques personnes qui ont entamé une transition parce qu'ils avaient les moyens ou qu'ils étaient dans le bon pays, etc. Et que du coup, ils ont eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que, en fait, sinon, s'ils ne faisaient pas cette démarche-là, ça pouvait aussi être source de mal-être chez eux. Donc en fait, le fait d'avoir des politiques qui autorisent la transition, eh bien en fait, ça amène les gens, ça fait une augmentation de personnes qui vont transitionner. C'est corrélé. C'est finalement le fait de libéraliser ce truc-là, ça permet de faciliter l'accès à ces soins-là. Comme on peut prendre l'exemple de l'avortement, en légalisant l'avortement, en permettant un accès aux soins à l'avortement pour les femmes, eh bien finalement il y a une augmentation du nombre d'avortements. C'est logique, puisqu'avant c'était très difficile de se faire avorter, il y a des risques pour la santé des femmes, etc. Donc pour les personnes transgenres, c'est un peu la même chose. Si on leur donne la possibilité d'avoir un parcours de soins accompagné, forcément, c'est beaucoup plus facile pour eux ensuite de transitionner et d'aller vers des médecins. Après, il faut quand même remettre en contexte, c'est jamais facile pour une personne de faire une transition. Bonjour Fantos. Donc, il faut aussi remettre en contexte si les politiques légalisent un parcours de soins tel que la transition. Oui, je suis désolée. Je suis désolée pour la saturation du micro. On a des problèmes de son depuis aujourd'hui. Donc, j'essaye de faire mon... Il n'y a pas de problème. J'essaye de faire ma revue de presse aujourd'hui comme je peux. Et puis, je vais aller essayer de trouver une solution au plus vite pour régler ça. Ouais, non, je sais que c'est pas très agréable d'avoir un micro qui sature. Mais je peux te dire que c'est moins pire que il y a une heure quand j'ai commencé à tester. Non, mais
Si c'est vraiment trop horrible, bah, de toute façon, j'arrêterai, je m'en dirai. Donc, ouais, désolée. On m'a dit que ça allait au tout début du live, mais peut-être que c'est très changeant. Bon, je reprends. Je pense que je vais... Merci, Pauline. Non, mais c'est quand même pas très agréable. Moi, j'aime bien quand c'est nickel, quoi. Ouais, je vais... Si je parle comme ça va ou pas? C'est mieux? Je vais l'éloigner de moi pour pas trop... Bah, en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui... Ok. C'est surtout qu'aujourd'hui, on fait avec ça, mais vendredi, on a un live... On a un live un peu spécial en émission en direct et il y aura du monde et il y aura du brouhaha un peu autour et tout, donc il faut que notre son il soit nickel. Donc il faut qu'on trouve une solution assez rapidement pour éviter les échos, la saturation, enfin tout ça quoi. On est quand même ici pour faire du live de qualité quoi. Après la vidéo ça va quand même, enfin, le son de la vidéo sur le navigateur je crois que... Sinon, vous pouvez regarder la vidéo, mais c'est pas drôle si je commente pas, quoi. Bon, reprenons. Très hâte d'entendre Ségolène nous dire des bêtises. Et après, on pourra lire un petit article. Ségolène Royal, peut-être là-dessus. Il ne faut pas oublier que l'augmentation de ces cas, vous savez à quoi il est dû? Aux perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est insuffisamment dit, c'est-à-dire toutes les pollutions. C'est prouvé, ça? Ah oui, c'est prouvé. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, mais là, c'est quand même chaud. Ah ouais. On va le... Bon. Je disais qu'on voulait l'écouter, l'entendre nous raconter des bêtises, mais alors là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi là rapidement. De donner des traitements à des gens qui ne sont pas concernés comme ils pouvaient l'être il y a 10 ans. Mais Ségolène Royal, peut-être là-dessus. Il ne faut pas oublier que l'augmentation de ces cas, vous savez à quoi il est dû? Aux perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est insuffisamment dit, c'est-à-dire toutes les pollutions. C'est prouvé, ça? Ah oui, c'est prouvé. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, le glyphosate. Il y a tout qui va pas dans cette séquence. On l'a feinée et après il y a tout qui va pas et on va regarder pourquoi. Et tous les perturbateurs endocriniens bouleversent bien sûr bouleversent le. Si c'était le cas, ça serait... Alors attendez, j'aimerais que Ségolène Royal aille jusqu'au bout. On y reviendra à la prochaine émission. Mais que les perturbateurs endocriniens font quoi? J'ai pas compris. Bouleversent le cycle hormonal. Et donc donne envie à des jeunes de changer de sexe? Eh bien, il y a cette incertitude, il y a ces bouleversements hormonaux. Et d'ailleurs, dans les territoires où il y a une utilisation du glyphosate massive et des pesticides massifs, l'âge de la puberté des petites filles commence parfois à 8-9 ans. Donc, il y a une perturbation, il ne faut pas cacher ce phénomène. Elle parle de la transidentité, aux pollutions et aux perturbateurs endocriniens qui sont aussi... Bon, on peut au moins dire à notre Olivier Vial qu'il l'a un petit peu contredit en disant que ça n'a rien à voir avec les transitions de genre. Mais on a quand même quelqu'un à la télévision qui nous dit « Mais oui, bien sûr, c'est prouvé. Les perturbateurs endocriniens sont responsables de l'augmentation du nombre de transitions. » Donc là, on a quelqu'un qui mélange tout. Mais non, c'est pas la même chose, je suis complètement d'accord. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est quelqu'un qui vient quand même, qui affirme quelque chose de complètement faux. Bon, il est 23h47, donc j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ça, mais c'est quand même hallucinant d'entendre ce genre de choses à la télévision. À deux doigts de parler de la forme des crânes. Non mais, non, mais là, on est sur une situation quand même. Je pense que là, quand même, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, mais du coup, c'était surtout sur ça que je voulais m'arrêter aujourd'hui. Parce que c'est un extrait que moi, j'ai vu sur Twitter et je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas dire ça. Mais elle nous dit, mais je vous assure, bien sûr que si, c'est vrai. C'est à cause des perturbateurs endocriniens. Donc oui, elle mélange tout. Et en fait, c'est surtout qu'elle a vu une étude, elle a lu une étude apparemment, et elle a rien compris.
On va la laisser aller jusqu'au bout de sa pensée, mais je pense que ça fait très peur. Aussi dans l'alimentation, qui sont aussi dans les produits de nettoyage, qui sont aussi donc cette question-là, vous allez voir, elle va revenir sur le devant de l'actualité parce qu'il y a un lien très direct. La seconde chose, c'est que je pense en effet que c'est une bonne décision d'interdire les changements quand les enfants sont mineurs. La preuve, c'est qu'ensuite il peut y avoir des regrets et il faut une. Alors, il peut y avoir des regrets. C'est à peu près 3% de personnes qui détransitionnent. Et sur ces 3% de personnes, il y a souvent à cause d'une pression sociale. Voilà, pour les faits. Certaine maturité, ou alors il faut un accompagnement médical avec une décision médicale. Mais je pense en effet que les sénateurs ont raison. Ce qui est déjà le cas, il y a un accompagnement psychologique, psychiatrique pour les personnes qui veulent effectuer une transition hormonale. Et donc voilà, ils racontent n'importe quoi. Sur ce point. Non, très très important. Bon. Sur PubMed, glyphosate and gender, il y a des publics sur l'effet hormonal, mais pas sur la transition. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, alors je vais aller chercher mon petit article du coup. Parce qu'en fait, il y a un article, tu as raison Pauline, il y a un article qui est sorti sur cette question de changements hormonaux et donc potentiellement le glyphosate qui pourrait induire des questions sur les effets, enfin voilà, des effets sur les hormones quoi, enfin voilà, c'est un peu le titre de ce live finalement. Et en fait, elle a tort cette petite dame, elle raconte n'importe quoi. Donc je vais vous retrouver ça. En fait, il y a un article sur Check News qui débunk un petit peu tout ce qu'elle a pu raconter, parce qu'évidemment, ce genre de choses, ça fait un peu le tour des médias et notamment les scientifiques s'offusquent un petit peu de ce genre de racontard. Donc finalement, on a une personne qui l'a contredit un petit peu sur le plateau, mais on n'a pas de personne qui est expert dans le domaine scientifique et sur les questions hormonaux, enfin les questions de perturbateurs endocriniens et sur les questions d'hormones. On n'a personne en fait autour de cette table qui peut vraiment la contredire sur un fait scientifique. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve souvent quand même dans les médias. Donc je retrouve juste mon petit article de Check News et j'arrive. Mais si Pauline, je sais pas si tu as le temps de regarder, peut-être lire le résumé, si tu as des petites infos en plus, moi je suis preneuse. J'ai quand même pas mal de données, mais... Donc on va parler perturbateurs endocriniens. Yay! D'accord. Après, si tu as le temps, tu n'es pas obligé de faire le travail à ma place. Donc, j'imagine que vous connaissez Check News un petit peu. Hop là. On passe. C'est Ségolène Royal qui raconte n'importe quoi. Transidentité, sur quoi s'appuie Ségolène Royal pour affirmer que l'augmentation des cas, donc des cas de transition, est due au glyphosate et aux perturbateurs endocriniens. Alors déjà, on peut reprendre le fait qu'elle ait dit que le glyphosate était un perturbateur endocrinien. Il n'y a aucune étude scientifique qui montre que le glyphosate est un perturbateur endocrinien. Il n'y a rien qui vient appuyer cette idée-là. En tout cas, aujourd'hui. On peut discuter du glyphosate, mais en tout cas, c'est sur cette question-là, il n'y a rien. Donc, je vais me mettre... bien que j'arrive à lire, parce que sinon, Donc, l'épidémiologiste Emmanuelle Amar, vers laquelle Ségolène Royal nous a renvoyé. Donc, en fait, elle est bien allée chercher une étude d'une scientifique, d'une chercheuse, déplore beaucoup de confusion dans les propos tenus par l'ancienne ministre lors d'un débat sur BFM TV. Donc, Libération, ça c'est un article d'Elsa de la Roche-Saint-André, donc c'est Check News qui est du coup la partie un peu vérification de données de débunkage de Libé. Et souvent, ils sont plutôt bons en débunkage, ça m'évite de faire tout le travail de aller chercher les infos. Favorable à la proposition de sénateurs les Républicains qui souhaitent interdire aux mineurs d'entamer une transition de genre, Ségolène Royal s'est fait remarquer en fournissant une étonnante explication à la supposée augmentation des cas de jeunes Français qui s'interrogent sur leur genre.
D'après l'ancienne ministre et candidate à l'élection présidentielle qui intervenait lors d'un débat organisé mardi 19 mars sur le plateau de BFM TV, ces questionnements sont dus à leur exposition au glyphosate. Donc, on parle de personnes qui se questionnent sur ce qui se passe dans leur tête, finalement, parce que l'identité de genre, c'est quelque chose de psy, en fait. Enfin, voilà, c'est comment on se sent en tant que personne, et ça n'a rien à voir avec les hormones. Donc, elles mélangent tout. À leur exposition au glyphosate et aux perturbateurs endocriniens, et ce lien très direct, donc entre guillemets très direct, donc Ségolène Royal assure qu'il est bien prouvé, donc elle nous l'assure, hein, qu'il est bien prouvé, découlerait du fait que le glyphosate et les perturbateurs endocriniens bouleversent le cycle hormonal. Et là, on a quand même un mélange des genres, c'est le mot, un petit mélange des genres, entre ce que c'est finalement la question de la transition, de la dysphorie de genre, etc. et le fait de perturber le cycle hormonal. Je n'ai pas les détails, on va voir les détails un peu plus tard dans l'article, je pense, mais finalement, ça n'a rien à voir. Son intervention succédait à celle d'Olivier Vial, directeur d'un laboratoire d'idées positionné contre l'idéologie woke, ça, voilà, qui revenait sur le cas de dysphorie de genre, soit la détresse des personnes dont l'identité de genre diffère du sexe attribué à la naissance. En ces termes, depuis quelques années, on est passé de quelques cas à des augmentations de plus de 2000%. Lui-même répondait à une question de la journaliste de la chaîne Info qui l'interrogeait sur une sorte d'effet de mode quand on est à l'adolescence. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'augmentation du nombre de cas est notamment due aux politiques qui autorisent des transitions. Finalement, c'est plus que c'est des gens qui ne transitionnaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas. Parce que c'est compliqué, parce que c'est pas... Dans la mesure où Olivier Vial concluait son propos en revenant sur le risque des traitements hormonaux, il n'était pas évident de saisir à quelle augmentation des cas Ségolène Royal faisait référence lorsqu'elle a ensuite pris la parole. Donc on imagine qu'elle parlait des personnes transgenres. Un extrait de la séquence relayée notamment dans un article du magazine d'extrême droite Valeurs actuelles a fait bondir sur les réseaux sociaux des représentants de la communauté LGBT, évidemment. Ségolène Royal prétend que le glyphosate et les perturbateurs endocriniens font augmenter le nombre d'enfants trans et crée le coin des LGBT. À Check News, l'ancienne finaliste à la présidentielle de 2007 précise qu'il ne s'agissait pas d'évoquer le nombre d'enfants trans, mais le nombre de jeunes troublés au moment de leur puberté. Et du coup, quel est le rapport avec le sujet des mineurs trans ? Notons pour commencer que la question de savoir si les cas sont effectivement en hausse parmi les jeunes Français n'est pas réellement tranchée, contrairement à ce que suggère Ségolène Royal. Pour cause, il n'existe pas de décompte des demandes de transition chez les mineurs dans notre pays. Simplement, de nombreux acteurs s'accordent-ils sur une série d'indices qui montreraient que, bien que restant très rares, ces demandes sont en hausse ces dernières années, comme le souligne le rapport sur la transidentification des mineurs, rédigé par les sénateurs LR et dévoilé dans un article du Point. J'ai du mal avec les résumés de la psyché dans la tête, vu les liens avec le milieu de vie. Et ceux avec le physique et le reste du corps. Alors attends. Tu veux dire que la question de genre, c'est aussi en lien avec le milieu de vie ? Enfin, l'environnement social ? J'ai du mal. J'ai du mal à comprendre. J'essaye de comprendre, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'explication scientifique, enfin, en lien avec les questions de transidentité. Du coup, pas scientifique en lien avec plutôt le côté santé, enfin, le changement du corps, etc. C'est plutôt des études sur la psy sociale, etc. Donc je te demande juste
Là, on parle vraiment des mineurs, mais c'est une question qui intéresse les sociologues, pas les médecins. Sur les causes de la psyché en général, on parle par exemple de liens entre dépression et alimentation et digestion. Ah oui, ça peut. Il y a dans la tête, dans le corps. En fait, c'est un mélange. J'imagine que c'est quand même un mélange de tout. Je suis pas spécialiste du sujet, mais je pense il y a un mélange de tout en général. Je veux dire, c'est pas parce que tu as une mauvaise alimentation que tu vas forcément être déprimé. Euh, Mais par exemple, le fait de faire de l'anxiété peut avoir des conséquences chez certaines personnes sur leur digestion, ce genre de choses. Et il y a des cas. Après, j'ai pas, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller creuser un peu le sujet et de voir s'il y a des études sur le sujet. Mais je pense que c'est jamais que dans la tête, sinon ce serait trop facile. Mais c'est beaucoup dans la tête quand même. Enfin, Ah, bah on dit que bien sûr la tête est centrale, mais j'aime pas qu'on résume tout au cerveau. Après, on dit que par exemple l'intestin c'est notre deuxième cerveau, donc finalement c'est le corps entier qu'il faut travailler quand t'as des problèmes. Enfin, un problème. Après, je considère pas que la transidentité soit un problème, mais ça c'est mon avis. Mais par contre, il me semble qu'il y a des études qui disent que les perturbateurs endocriniens ont des conséquences, enfin dérèglent les hormones. Il y a des dérèglements hormonaux dus à ça. Et c'est pas comme que c'est pas un mythe. Sur les causes de cette apparence hausse du nombre de jeunes en questionnement de genre, le rapport sénatorial explore deux grandes pistes entre lesquelles il ne tranche pas. Un possible effet de mode, notamment alimenté par l'influence des réseaux sociaux, donc c'est ce qu'ils ont dit, et par d'autre part un début d'acceptation par la société d'une réalité jusque-là invisibilisée. Il n'est pas question en revanche d'une quelconque influence de l'exposition à des substances telles que le glyphosate ou des perturbateurs endocriniens. Ah, une revue de 2023 dont le titre est Effects on Glyphosate-Based Herbicides and Glyphosate Exposure on Sex Hormones and the Reproductive System from Epidemiological Evidence to Mechanistic Impact. Attends, faut que je traduise. Attends. Je me concentre. Petit récap sur les effets principalement hormonaux sur la descendance. Cette revue discute... Ah oui, Attends. Sinon, je copie-colle et je me le mets dans DeepL, comme ça va me faciliter. Attends, comment je fais pour copier-coller ton message? Trop la flemme. Ah, voilà, c'est bon, tu peux le... Non, mais regarde, hop. Ok. Donc, cette étude examine les données issues d'études in vitro et in vivo et cliniques concernant leur impact sur la régulation des hormones sexuelles et sur le système reproducteur. Mais ça me dit un truc, j'avais déjà entendu parler justement. Ils ont fait des études aussi sur des animaux, enfin voilà, sur certaines espèces. Les données suggèrent qu'ils agissent comme des perturbateurs endocriniens qui modifient le niveau d'hormones sexuelles. Donc le glyphosate. C'est pas des perturbateurs endocriniens, mais ils agissent comme des perturbateurs endocriniens qui modifient le niveau d'hormones sexuelles et mécaniquement ils interfèrent avec les voies de signalisation des hormones et en perturbant les protéines impliquées dans le transport et le métabolisme des hormones. Des changements pathologiques ont été observés dans... Ok. Dans le transport d'hormones et le métabolisme, c'est ça que tu dis. Le transport et le métabolisme des hormones, des changements pathologiques ont été observés. Oui. Dans in male and female reproductive system. Donc il y a les deux.
Mais là, ça touche vraiment à la biologie, quoi. Des changements pathologiques ont été observés dans des systèmes reproductifs mâles et femelles pouvant conduire à une toxicité reproductive. L'exposition prénatale peut entraîner la transmission transgénérationnelle de pathologies et d'épimutations spermatiques. Ok, donc là, on est quand même sur... Donc en fait, le glyphosate a... Là, dans cette revue, on dit que le glyphosate a un effet comme les perturbateurs endocriniens, mais ce n'est pas un perturbateur endocrinien. Donc déjà, on peut faire la différence entre les deux. Il n'y a rien qui dit que c'est un perturbateur endocrinien. Mais du coup, ça a un effet sur les hormones et sur le système reproductif, mais ça n'a rien à voir avec les questions de transition, en fait. Qu'elle mélange tout. C'est une question qui intéresse ce sujet. En gros, c'est prouver que ça a un effet hormonal et que ça joue sur la descendance, mais pas sur la transition. Ouais. Donc finalement, en fait, le problème de son discours, c'est que moi, ce qui me gêne beaucoup, finalement, comme souvent, hein, comme la dernière fois, quand on a fait le sujet sur on perd 20 points de QI en 3 semaines de vacances, là. En fait, c'est encore quelqu'un qui... Alors lui, en plus, il a, si on reprend notre petite pyramide, il est expert dans son domaine, il a écrit plein de bouquins, machin et tout. Et donc, c'est sa parole d'expert, et en fait, on ne va pas le remettre en question. Et là, aujourd'hui, et à ce moment-là, en fait, il n'y a personne autour de la table qui est capable de remettre en question ce qu'il dit, ce qui est faux, hein, l'histoire du QI en 3 semaines, enfin, la perte de points de QI en 3 semaines. Là, c'est pareil, en fait. On a quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'elle a lu, qui ne comprend pas l'étude, etc., qui raconte finalement potentiellement n'importe quoi, enfin, qui raconte n'importe quoi sur un plateau télé, et qui, du coup, désinforme, en plus sur une question qui est quand même hyper importante, une question de santé. Parce qu'en fait, finalement, la question de la transidentité, c'est plus une question sociale qu'une question de santé. Après, il peut y avoir des traitements hormonaux, il peut y avoir des traitements médicaux, mais des personnes qui veulent s'identifier dans un genre qui n'est pas celui qui leur a été assigné à la naissance, ils ne sont pas obligés de transitionner. Et d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas... il peut pas prendre d'hormones comme ça quand on est mineur. Donc, la mastectomie, c'est un peu différent. Je finis mon petit article et puis on revient à notre vidéo si c'est intéressant. Oh, il est un peu long. Allez, on revient. Donc cette question de l'effet de mode, l'influence des réseaux sociaux et d'autre part un début d'acceptation par la société. Il n'est pas question en revanche d'une quelconque influence. Donc voilà. Interrogé sur le lien de causalité établi lors de son passage sur BFM TV, Ségolène Royal répond à Check News que ce sont des hypothèses de recherche à ce stade. Donc si c'est des hypothèses de recherche, on sait en tant que scientifique que ce sont des hypothèses. Une hypothèse doit être vérifiée. Donc on ne peut pas dire c'est vrai, je vous jure, c'est vrai, et finalement c'est juste une hypothèse. Bah en fait ça fonctionne pas comme ça. En fait si c'est juste pour faire le buzz, c'est mentir aux gens finalement. Ah là là. Dans le cadre de travaux portant tout à la fois sur la baisse de la fertilité, la baisse de l'âge de la puberté, mais aussi sur les cancers des organes génitaux, hommes et femmes, ou encore les bébés nés avec des malformations. Et l'ancienne ministre de renvoyer vers Emmanuel Amar, épidémiologiste à la tête du registre des malformations en Rhône-Alpes, REMERA, dont ce sont les travaux selon elle, ajoutant même « Vous pouvez l'appeler de ma part ». Ce que Check nous a fait. Il est où le rapport avec la transidentité, là? Mais sauf que qui va lire... Putain, mon micro, il sature de fou, là. Qui va lire ça? Hein? Qui Le nombre de personnes qui lisent Check News, c'est ridicule, le nombre de personnes qui ont vu ça, quoi. Donc, Emmanuel Amar, elle a répondu. Il y a beaucoup de confusion dans les propos que vous me rapportez, déplore d'emblée l'intéressé. De fait, Emmanuel Amar rappelle que le registre qu'elle dirige se consacre dans le cadre de ses travaux de surveillance des naissances enregistrées en Rhône-Alpes à la prévention des malformations congénitales. Donc, congénitales, je ne veux pas dire de bêtises, c'est les malformations des parties génitales. Qui est présent à la naissance, ok? C'est quoi la maladie congénitale?
Alors, c'est juste une partie du corps. Les anomalies et malformations congénitales sont des défauts structurels ou fonctionnels d'une partie du corps présente dès la naissance. Ok. Ça, j'ai pas dit de bêtises. J'en étais où? Donc, présente... Ah oui, mais je suis bête, c'était écrit là. Oh là là. Désolée, je suis très concentrée. À ce titre, cette structure avait d'ailleurs été médiatisée en 2018 de par son rôle de lanceuse d'alerte dans l'affaire des bébés sans bras. Inversement, au sein du REMERA, on n'a aucun intérêt à travailler sur la question des transgenres, pointe Emmanuel Amar. Le terme transgenre désigne des personnes dont l'identité ou l'expression de genre diffère du sexe qui leur a été assigné à la naissance. Ce n'est évidemment pas une malformation. Par conséquent, nous n'avons jamais abordé et encore moins étudié ce sujet. Plus largement, balaye-t-elle, c'est une question qui intéresse les sociologues, pas les médecins. C'est ce qu'on dit depuis le début, de toute façon. S'agissant des substances évoquées par Ségolène Royal, les travaux du REMERA permettent de conclure que les perturbateurs endocriniens sont suspectés de favoriser la survenue de malformations génitales chez le petit garçon, deux en particulier les hypospadias et les cryptorchidies, et que par ailleurs, parmi les facteurs de risque de ces malformations, on trouve les produits phytosanitaires. Congénitales qui va avec les gènes en décomposant le mot. Ah oui, on devrait faire plus ça en fait. Merci Mantos. Deux en particulier, les hypospadias et les cryptorchidies. Okay. Et que par ailleurs, parmi les facteurs de risque de ces malformations, on trouve les produits phytosanitaires, dont le glyphosate fait partie. Au-delà du REMERA, les liens suspectés entre anomalies congénitales et perturbateurs endocriniens ont fait l'objet d'études nombreuses qui vont toutes dans le même sens. A l'inverse, relève Emmanuel Amar, absolument aucune étude, à ma connaissance, n'a mis en évidence un lien entre une substance quelconque et le fait que les personnes ne se reconnaissent pas du tout ou pas dans tout ou partie du genre assigné à la naissance. Glyphosate et perturbateurs endocriniens, un point toujours en débat. Pour rappel, le terme perturbateur endocrinien regroupe des substances suspectées de perturber le système hormonal ou système endocrinien dans des mots plus scientifiques. Les effets sur la santé humaine sont complexes et encore mal connus, mais de plus en plus de données scientifiques suggèrent qu'ils altèrent de nombreuses fonctions du système hormonal, fonctions reproductives, thyroïdiennes, métaboliques, surrénaliennes, etc. Note Santé publique France. On retrouve ces substances dans de multiples objets et produits de la vie courante, médicaments antidouleurs ou antidépresseurs, produits ménagers, cosmétiques, produits alimentaires comme le soja ou encore certains pesticides. Quant au fait de savoir si le glyphosate peut ou non agir comme un perturbateur endocrinien, ce point est toujours sujet à débat. L'INSERM révélait récemment que des études expérimentales suggèrent des effets délétères en lien avec un mécanisme de perturbation endocrinienne. Des travaux de synthèse récents comme ceux de l'INRAE suggèrent également des effets potentiels sur la reproduction animale et humaine. Toutefois, leur ampleur, dose, seuil, impact en termes de santé reste difficile à déterminer. De son côté, l'Autorité européenne de sécurité des aliments juge que le glyphosate n'est pas considéré comme satisfaisant aux critères de perturbation endocrinienne pour l'homme. Position qui reste controversée en raison du poids accordé par l'agence à certaines études plutôt qu'à d'autres. Dans le document présentant ses conclusions, l'EFSA admet que son approche se distingue de celle des États membres de l'UE à cause d'une légère différence dans l'évaluation de la pertinence et de la fiabilité des données disponibles. Ah, c'est pas toujours génétique. Vous voulez qu'on creuse un peu? On peut regarder, hein. Je finis et puis on peut regarder. Dans un commentaire posté ce jeudi 21 mars sous le post du compte Le Coin des LGBT, Ségolène Royal s'est excusée pour la brièveté de ses propos qui a pu porter à confusion. J'ai toujours combattu les théories médicalisées de l'identité de genre qui me font horreur, comme mes amis le savent. Donc l'OMS dit sur la question du congénital, hein,
Bien que les anomalies congénitales puissent être d'origine génétique, infectieuse ou environnementale, il est le plus souvent difficile d'en déterminer la cause. Ah oui, donc ils peuvent être d'origine différente. Mais du coup, c'est dès la naissance. Bon. Bon, après, j'ai quand même l'impression qu'on peut pas trop s'en sortir avec cette histoire de perturbateurs endocriniens et qu'il y en a partout et que finalement, on peut pas vraiment faire grand-chose. C'est pas très très réjouissant, mais bon, c'est... Ouais. Et le glyphosate vient un petit peu s'ajouter par-dessus, mais... Donc on retiendra aujourd'hui que les anomalies congénitales, elles ont 3 origines différentes, soit génétiques, soit infectieuses, ou soit environnementales. Bon. Il nous reste un peu moins de 4 minutes, on termine, et puis on commente ensemble. Peut-être que j'espère qu'il y aura moins de bêtises après, parce que celle-là, elle était quand même grosse. Alors, on ne peut pas parler à la place des personnes trans, du pourquoi, du comment, etc. Donc, les raisons, c'est autre chose. Simplement, l'exemple sur l'Angleterre est très important. L'Angleterre, en entamant le débat qu'on va sûrement entamer, c'est-à-dire de limiter en fait le changement de genre seulement à la majorité, ça a créé un climat de panique morale extrêmement transphobe en Angleterre qui a fait augmenter les meurtres contre les personnes trans. Il y a quelques semaines, je tiens à rappeler, il y a 2 jeunes adolescents qui ont tué une adolescente trans ça n'a rien à voir avec condamnés. ce Le débat. climat politique crée des radicalisations et des passages à l'acte. Et je voudrais dire pourquoi c'est une panique morale. Les parcours des personnes trans sont extrêmement encadrés en France. C'est-à-dire qu'il y a toujours des accompagnements qui sont psychologisés, psychiatrisés. Faire un changement de genre, c'est aussi devoir passer devant un tribunal, devoir ramener toujours de devoir ramener... Alors, plus maintenant. Que dit le droit? Attendez. Hop. On va aller regarder mes petites données. Est-ce que c'est vraiment vrai? Plus maintenant, qui dit le monsieur? Alors. Moi, j'ai quoi comme info? Bon, là, on rentre quand même dans le côté très politique, ce qui n'est pas du tout notre domaine de prédilection. On n'est pas là pour faire ça. Alors, après, il faut quand même prendre en considération que prendre des hormones, ça a des conséquences sur le corps. C'est pas, enfin voilà. Mais les transitions de genre, c'est quand même hyper cadré. Hein. Faut pas non plus raconter n'importe quoi. Donc, d'après le rapport de l'IGAS, l'IGAS qui est donc la Haute Autorité de Santé 2022 sur le parcours de transition des personnes transgenres. Donc, dans ce rapport, le parcours de transition des mineurs peut comporter l'utilisation des traitements suivants. Donc, attention ils peuvent prendre des bloqueurs de puberté qui visent à suspendre le développement des caractères sexuels secondaires, poitrine, voix, pilosité. C'est des effets qui sont réversibles, mais ils ont... voilà, ça a quand même des conséquences. Si je regarde, relevant du genre auquel évidemment. En cas de poursuite du parcours de transition à l'âge adulte, le recours éventuel à une certaine chirurgie pelvienne de réassignation. Ah oui, donc ça c'est vraiment, on parle vraiment on parle là, on va plus loin, ça veut dire qu'on a une vraie prise en charge chirurgicale tous les personnes transgenres ne font pas de chirurgie. Donc en gros, c'est des effets qui sont réversibles avec les bloqueurs de puberté. Il s'agit de vivre sur une adolescence sans des évolutions physiologiques, psychiques qui vont avec la puberté. On parlera des effets secondaires après, hein, évidemment. Les traitements hormonaux, ils peuvent en prendre qui permettent de développer des caractéristiques physiques secondaires en harmonie avec l'identité de genre. Ils sont le plus souvent prescrits autour de 15 ans à l'âge d'entrée au lycée. Dans ce cas, il s'agit de traitements dont l'impact est en partie irréversible, pilosité, voix, etc., et qui peut agir sur la fertilité. Donc là, il y a des conséquences, des effets secondaires. Et enfin, la chirurgie pelvienne de réassignation n'est pas pratiquée avant 18 ans compte tenu de son caractère irréversible et de son impact sur la fertilité.
Des interventions mammaires sont pratiquées après une période d'hormonothérapie, parfois avant la majorité. Donc, c'est pas à chaque fois. Je vais juste regarder où est-ce qu'on avait les infos sur notamment la question des hormones. Bon, c'est des choses qui sont vachement discutées, hein, il faut... Mais il y a quand même un accompagnement et un suivi de ces personnes-là, c'est pas non plus... On fait pas n'importe quoi. Alors, des transitions, non. Augmentation des cas, non plus. Bon, bah, c'est bon, j'ai mon truc. On revient à notre petit... De multiples attestations pour prouver dans son quotidien qu'on utilise tel et tel pronom. Il y a plus C'est de pas comme ça, passage c'est devant pas le à la one tribunal. again. Il y a plus On de- empêche les personnes concernées de parler. Et je voudrais dire que c'est quand même très rigolo de la Je crois que c'est pas vrai, il y a toujours un passage devant le tribunal. Hein. part de sénateurs LR qui ont récemment fait augmenter de 700 € leur avance de frais de je sais pas C'est quoi. quoi le rapport? Parce qu'en fait, le rapport, Oui, là, c'est c'est pas qu'ils trop le viennent rapport. créer une panique morale sur les personnes trans plutôt que de parler des vrais c'est- sujets non, de mais par société, contre, à savoir non, mais là, Ah. l'alimentation, l'inflation. C'est pas le sujet. Il faut Bah, quand même si, qu'on c'est le reste sujet, parce sur le qu'en fait, la sujet. réalité, c'est que de créer une panique morale, ça vient détourner des vrais sujets. Bon, Christophe Là, Barbier, c'est très j'aimerais vous entendre politique. là-dessus. Hein. Il y a chez un certain nombre de psys, de chirurgiens, Le grand la spécialiste. tentation du Frankenstein. C'est-à-dire, je vais recréer une créature. Il faut Oh faire là là. attention à cela. Pour leur bien, bien entendu. Il ne s'agit pas de leur faire leur malheur. Je saisis le désir exprimé par un patient ou une patiente et je vais pousser ce désir, je vais aller jusqu'au bout en étant le magicien de ce désir. Mais là, on En parle disant à plus ce des patient, je personnes vais mineures, vous là. apporter la solution pour que vous soyez bien dans votre peau, bien dans votre nouvelle La chirurgie, c'est pas un truc pour les mineurs, là. De quoi ils parlent? peau. C'est contre ça aussi qu'il faut s'organiser et lutter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la collégialité, parce que les médecins qui peuvent s'emballer peuvent être contrôlés par d'autres médecins, qu'il faut qu'il y ait de l'encadrement. Mais attention, il y a aussi des troubles identitaires chez les jeunes qui, si on ne fait rien, les emmènent au suicide. Parce que ça devient une situation intenable. Donc il faut aussi encadrer ces jeunes-là pour leur dire, le moment venu, si ton salut, c'est en effet ce changement parce que ton destin est celui-là, tu seras accompagné, tu seras aidé, Mais- tu pourras faire les changements nécessaires. Mais c'est ça qu'on doit rechercher comme équilibre. C'est très intéressant parce qu'effectivement, il faut plus de soutien psy. Aujourd'hui, par exemple, on met de moins en moins de psy dans les commissions pour mettre de plus en plus d'associations. Et sur la question du suicide, en fait, pendant la commission sénatoriale, Sur ces arguments-là, c'est un peu difficile pour nous de contre-argumenter puisque on ne sait pas sur quoi ils se basent. Là, on est plutôt sur quelque chose de très politique, donc il n'y a pas vraiment de chance dans ce cas-là. Mais c'est plutôt sur le traitement des données, en fait. Ils affirment des choses, que ce soit lui, enfin toutes les personnes autour de cette table, pardon pour le i, toutes les personnes autour de cette table affirment des choses, mais on ne sait pas d'où ça sort en fait. C'est vrai que quand on écrit un article de Vulga ou quand on fait de la vulgarisation scientifique, on vérifie, enfin voilà, on met toujours en avant nos sources, on vérifie nos sources, etc. Là, comment on fait? En fait, on doit faire confiance. On n'a pas le choix. On est obligé de faire confiance. Et comment on fait confiance quand là, par exemple, on a quelqu'un qui affirme sur un plateau télé, oui, bien sûr, j'ai raison. Je vous le dis, j'ai raison. Mais c'est pas un argument. Comment on fait pour faire comprendre aux gens que ça, c'est pas un argument et qu'il faut qu'ils fassent leurs recherches, mais en même temps, il faut apprendre aux gens à chercher, etc. Donc il y a quand même un... Après, pour moi, là, c'est quand même le rôle de la journaliste, et là, la journaliste, elle n'a pas fait son travail. le docteur, le professeur Lantieri, qui est un éminent, dit bien qu'effectivement, on n'a pas de mesure, on ne sait pas si on mesure l'efficacité. La parole d'expert n'est pas un élément relevant de la preuve. Éminent. Ils utilisent beaucoup ce genre d'adjectifs. Il faut faire aussi hyper attention à la manière dont ils présentent les choses. Quand on a des arguments un peu, pas dire fallacieux, mais un petit peu quand même. Il faut quand même faire attention à la manière dont ils présentent les choses. C'est vraiment de la communication. Et donc, du coup, la manière dont c'est présenté, c'est un éminent chercheur. Didier Raoult était un éminent chercheur. Pourtant, on peut complètement débunker son discours. Il y a une seule étude longitudinale qui a été faite en Suède et qui montre que, contrairement à ce qu'on espérait, le taux de suicide augmente la première année après l'opération. Et qu'en réalité, ça n'améliore pas parce qu'en fait, il y a beaucoup Ça n'est de pas la troubles. solution. C'est pas la Voilà, solution. C'est pas la solution à tout. Ça peut être la solution. Attendez.
de moins en moins de psy dans les commissions pour mettre de plus en plus d'associations. Et sur la question du suicide, en fait, pendant la commission sénatoriale, le docteur, le professeur Lantieri, qui est un éminent, dit bien qu'effectivement, on n'a pas de mesure, on ne sait pas si on mesure l'efficacité. Il y a une seule étude longitudinale qui a été faite en Suède et qui montre que, contrairement à ce qu'on espérait, le taux de suicide augmente la première année après l'opération. Et qu'en réalité, ça n'améliore pas parce qu'en Je crois, il me semble, qu'on n'a pas retrouvé l'étude dont il parle. Sur la question du taux de suicide, en fait. Il me semble qu'on a cherché et qu'on n'a pas retrouvé son... En fait, là c'est hyper dur de débunker parce qu'en fait, on n'a pas retrouvé cette étude. Donc là, on peut douter. Doutons tant qu'on n'a pas vu. En fait, il y a beaucoup ça n'est de pas la trous. solution. C'est pas la Voilà, solution. C'est pas la solution à tout. Ça peut Et être la l'équipe solution pour dans dire que c'est pas certains la cas, solution. mais effectivement, c'est pas la solution tout le temps. Et surtout, il y a l'irréversible. Une opération, une ablation, c'est irréversible. Des traitements hormonaux, de l'accompagnement psychologique, c'est évidemment réversible si la personne change d'avis. Et donc, les sénateurs, les républicains qui veulent interdire le changement de genre Et on va en des reparler, sans doute, mineurs, de ce et on en sujet. reparlera Comme sûrement. tous les sujets Lisa éthiques, Adef, ils deviennent majeurs. ils deviennent majeurs. Ok. Donc, le rapport est sorti. Il est sorti là, il n'y a pas très longtemps, quelques jours. Il est sorti. Alors, évidemment, il fait 300 pages. Personne n'a envie de lire 300 pages, mais il y a un résumé de 8 pages, je crois. Et dans ce... Je vais juste je vais vous retrouver ça. Et dans ce rapport... Hop là. Revue de presse. Dans ce rapport, il n'y a pas forcément beaucoup de spécialistes. Oui, il y avait plus de choses. Ils ont déposé une proposition de loi pour interdire la transition des mineurs. Bon, c'est un sujet compliqué, hein. Faut pas se leurrer, mais bon, on a avant tout débunké Sego et c'était important de rappeler qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit à la télé. Après, je pense que voilà, il y a pas mal de gens qui sont quand même assez formés pour détecter un peu ce genre de foutaise. Voilà, on a un détecteur à foutaise, mais c'est vrai que bon, la manière dont elle le présente, la manière dont elle parle, nous amène à douter de ce qu'elle raconte. Mais je pense que sincèrement, il y a des gens qui peuvent y croire, et ça, c'est hyper important pour les médias, normalement, d'avoir une responsabilité sur les personnes qui sont autour de cette table. En fait, on a un sujet sociologique qui est traité par des chercheurs sur les questions de genre. On a un sujet, là, elle amène des questions biologiques de perturbateurs endocriniens qui ont des conséquences sur nos hormones. C'est vrai, mais en fait, elle mélange les deux. Et en fait, on a juste une espèce de polémique sur des faits scientifiques. Et c'est là où ça pose problème. Et c'est pour ça qu'il est important d'inviter plus de scientifiques. Et comme d'habitude, il faut que ce soit des études qui soient collectives, cumulatives et correctives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui présente les données. Donc voilà. Je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Normalement, j'ai un peu réglé mon micro, ça devait saturer un peu moins, je crois. Je vais essayer de trouver une solution pour mon son de vendredi. En tout cas, je rappelle que ce vendredi... n'importe quoi, qu'est-ce que je fais ? Ce vendredi, avec Wamgi, on sera en live, en direct du forum de culture scientifique. Hop, 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 hop. Ici, juste ici.
On sera en live, en direct à 13h. On aura 2 chercheuses avec nous. Une chercheuse du laboratoire OSU Nantes qui travaille sur un projet de collaboratif, notamment sur la question de l'érosion des littoraux à l'île de Noirmoutier, Île-Dieu, Mayotte et Outéa, si je ne dis pas de bêtises. Je les ai toutes citées. Donc c'est un projet qui est collaboratif, de recherche collaborative, donc qui travaille avec des acteurs locaux. Et on aura une autre chercheuse qui travaille justement sur la question de l'éco-anxiété chez les jeunes, qui travaille donc à la SFR Confiance, donc à l'Université d'Angers, et qui viendra aussi nous parler de son projet, notamment un peu participatif, puisque du coup, elle intègre les jeunes, des lycéens notamment, dans son travail de recherche. Alors, elles n'ont pas beaucoup de temps, puisque ça durera qu'1 heure, malheureusement pour nous. Mais l'idée, c'est un peu d'introduire les sujets, et donc de vous présenter tout ça. Et puis, si vraiment ça vous intéresse, à la limite, on pourra voir si on peut pas faire des lives un peu plus longs sur chaque sujet, peut-être dans des émissions de l'eau dans le gaz. En tout cas, on espère que vous serez nombreux à nous suivre vendredi, que vous aurez plein de questions à poser. Comme ça, on pourra poser plein de questions dans le temps imparti. Et puis du coup, je vous retrouve vendredi. Et sinon, pour info, il y aura aussi une émission à la fin du mois d'avril, le 25 avril à 15h, avec une doctorante qui s'appelle Jade Lerouet. Elle est doctorante au GRANEM, qui est laboratoire d'économie de l'Université d'Angers. Elle travaille notamment sur l'économie des plateformes du numérique, donc nos chers GAFAM, que vous connaissez tous. Donc Google, Facebook Meta, Amazon, Microsoft et il m'en manque un. Je ne sais plus. Le A, GAFAM. Apple. Enfin, surtout les plateformes, les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est qu'on parlera pendant 1h30, je pense à peu près, et je crois que c'est un peu une pipelette, donc on parlera pendant assez longtemps justement de ce sujet-là. Sur Amazon finalement, puisque Twitch Amazon, mais c'est pas grave, on peut critiquer en étant sur cette plateforme. Donc voilà, donc j'espère que si vous, de toute façon, si vous voulez suivre notre actualité, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, vous pourrez recevoir la notification, et aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, sur YouTube, etc. Le replay de cette émission sera bien évidemment disponible sur notre chaîne YouTube. Le replay de l'émission de vendredi sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Ça c'est les Américains historiques, maintenant il y a les Chinois et autres. Oui, en fait on va peut-être faire un petit aparté sur les Chinois parce que c'est hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vous retrouve donc vendredi, et puis je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, tout ça. Profitez un petit peu du soleil qui revient. Donc voilà, je vous laisse. À bientôt!